Chers amis, si vous envisagez l'instruction en famille pour un ou plusieurs de vos enfants l'année prochaine, eh bien, vous vous posez peut-être déjà la question des fameux dossiers de demande d'autorisation qui doivent être déposés entre le 1er mars et le 31 mai 2025 pour la rentrée 2025-2026. Ça approche très vite. Et personnellement, je vous recommande de les envoyer le plus tôt possible pour tout un tas de raisons. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, alors je vous invite très simplement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. Cet accompagnement, je l'ai créé en particulier avec les familles en IEF à l'esprit. Vous allez y retrouver 3 choses. Premièrement, des ressources chaque mois sur un nouveau thème qui vont pouvoir venir compléter votre instruction. Par exemple, les ressources du mois de janvier étaient sur l'apprentissage des chiffres romains, avec plein de ressources très ludiques pour les enfants. Toujours dans un esprit Montessori, puisque c'est le cœur de la pédagogie que moi-même je pratique et à laquelle je forme. Deuxième chose, le soutien d'une communauté vraiment bienveillante, vraiment chaleureuse, de belles personnes, tout simplement. L'accompagnement réunit toujours à peu près 80 familles, donc c'est à la fois suffisamment petit pour se sentir à l'aise, pour apprendre à connaître les gens et en même temps suffisamment grand pour avoir une vaste, variété de profils et de particularités dans la pratique de l'instruction en famille. Et la troisième chose, ce sont les séances de questions-réponses, 2 fois par mois, durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur Zoom. Je vous laisse maintenant écouter votre épisode et puis je vous en reparle un petit peu plus, en fin de parcours. Chers amis, si vous envisagez l'instruction en famille pour un ou plusieurs de vos enfants l'année prochaine, eh bien, vous vous posez peut-être déjà la question des fameux dossiers de demande d'autorisation qui doivent être déposés entre le 1er mars et le 31 mai 2025 pour la rentrée 2025-2026. Ça approche très vite. Et personnellement, je vous recommande de les envoyer le plus tôt possible pour tout un tas de raisons. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, alors je vous invite très simplement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. Cet accompagnement, je l'ai créé en particulier avec les familles en IEF à l'esprit. Vous allez y retrouver 3 choses. Premièrement, des ressources chaque mois sur un nouveau thème qui vont pouvoir venir compléter votre instruction. Par exemple, les ressources du mois de janvier étaient sur l'apprentissage des chiffres romains, avec plein de ressources très ludiques pour les enfants. Toujours dans un esprit Montessori, puisque c'est le cœur de la pédagogie que moi-même je pratique et à laquelle je forme. Deuxième chose, le soutien d'une communauté vraiment bienveillante, vraiment chaleureuse, de belles personnes, tout simplement. L'accompagnement réunit toujours à peu près 80 familles, donc c'est à la fois suffisamment petit pour se sentir à l'aise, pour apprendre à connaître les gens et en même temps suffisamment grand pour avoir une vaste, variété de profils et de particularités dans la pratique de l'instruction en famille. Et la troisième chose, ce sont les séances de questions-réponses, 2 fois par mois, durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur Zoom. Je vous laisse maintenant écouter votre épisode et puis je vous en reparle un petit peu plus, en fin de parcours. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cela fait plus de 10 ans maintenant que nous instruisons nos enfants en famille, ou que nous faisons, comme on dit souvent, l'école à la maison. Et il est évident que nous aurions arrêté depuis longtemps si ça ne convenait pas et si nous ne trouvions pas des richesses incroyables. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur les avantages de l'IEF, de l'instruction en famille, qui est le podcast numéro 198 sur vos plateformes d'écoute, si vous voulez l'écouter. Je vous le résume en quelques mots. J'y abordais combien l'école à la maison favorisait la qualité de la relation parent-enfant, et puis entre enfants aussi. Combien elle permettait le respect à la fois du rythme de l'enfant et de la famille. Et puis évidemment, l'instruction en famille permet aux enfants d'apprendre autrement et mieux. J'ai abordé aussi dans ce podcast les avantages mis en évidence par la recherche chez les enfants qui ont été instruits en famille, et puis les avantages pour la société.
qu'il faut voir aussi pour tout un tas de raisons. Donc si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers ce podcast sur les avantages de l'IEF. Petite digression, je vous demande de me pardonner par avance si je tousse un peu pendant ce podcast. Je n'ai malheureusement toujours pas complètement récupéré ma voix, mais j'espère quand même suffisamment pour aborder avec vous ce thème d'aujourd'hui et pouvoir tenir jusqu'à la fin de ce podcast. Donc, dans ce podcast 198, j'abordais tous ces merveilleux avantages de l'IEF et en même temps, je refuse de peindre un portrait trop idéalisé de l'IEF et vous faire croire que tout est toujours parfait dans le meilleur des mondes. Ça ne serait pas réaliste, ça serait vous mentir. Donc aujourd'hui, il me semblait qu'il était temps de vous parler des inconvénients de l'instruction en famille. Et il y en a un certain nombre, et puis en même temps, je vais aussi vous expliquer comment on peut atténuer certains de ces inconvénients. Ces inconvénients vont également faire que l'instruction en famille ne sera pas faite pour tout le monde. Il y a des choses qui vont vous convenir, des choses avec lesquelles vous allez pouvoir vivre, et d'autres qui ne seront pas acceptables pour vous. Et le premier de ces inconvénients, je pense, est tout à fait clivant, c'est-à-dire que c'est souvent ce qui va être un critère décisif pour savoir si l'IEF est pour vous ou pas. C'est que très souvent, il va falloir qu'un des parents s'arrête de travailler. Ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, chez nous, ça n'est pas le cas. Aucun de nous deux, ni mon mari ni moi, n'avons complètement arrêté de travailler. Il se trouve que moi, je ne travaille pas à plein temps, que je travaille de la maison avec des horaires complètement libres et que je travaille en décalé par rapport au temps de travail scolaire de nos enfants. Mais tout le monde ne peut pas se permettre ce rythme-là. Je connaissais également une psychologue qui travaillait en soins palliatifs et qui travaillait à mi-temps et qui, les jours où elle travaillait, faisait appel à une garde d'enfants à domicile et ses enfants travaillaient les jours où elle était avec eux. Donc tout est possible, mais évidemment ça dépend de votre profession de base et ça implique quand même des sacrifices parce que je ne vois pas comment on pourrait travailler vraiment à plein temps tout en assurant l'instruction d'un ou plusieurs enfants. Ça me paraît assez fou. C'est pour ça que beaucoup de parents profitent par exemple d'un congé parental ou d'un changement dans leur vie, peut-être un déménagement qui leur fait perdre leur travail, une démission, un licenciement, quelque chose comme ça, pour essayer l'école à la maison et voir si ça leur convient. Le deuxième inconvénient, il va un petit peu de pair, c'est que ça demande évidemment du temps et de l'énergie. De l'énergie physique, de l'énergie intellectuelle et de l'énergie émotionnelle. Physique, parce que faut les suivre, ces enfants, pendant la journée. Physiquement, ça en demande beaucoup. Intellectuel, évidemment, parce qu'on va chercher à leur fournir le meilleur enseignement pour eux. Donc, on va sans arrêt chercher à s'adapter, à apprendre de nouvelles choses aussi. Et puis, évidemment, beaucoup d'énergie émotionnelle. Parce qu'on va passer tout notre temps, ou presque, avec nos enfants. Donc, il faut en être conscient. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et ce qui va avec cette notion d'énergie émotionnelle intense, c'est que les relations familiales peuvent être plus difficiles. Aussi bien entre parents et enfants qu'entre enfants et enfants. Et c'est un petit peu le pendant de ce que je présentais dans mon podcast sur les avantages de l'IEF. C'est-à-dire que forcément, si vous passez tout votre temps ensemble, ou presque, évidemment, c'est pas parce qu'on est en instruction en famille qu'on est tous collés les uns aux autres. Et on peut avoir des babysitters, on peut avoir des grands-parents qui donnent un coup de main, on peut avoir une garde d'enfants à domicile. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. L'un des parents peut garder les enfants pendant que l'autre prend un moment pour lui. Mais globalement, on passe beaucoup plus de temps ensemble que lorsque les enfants sont scolarisés. Une journée classique de semaine, lorsque les enfants sont scolarisés et qu'ils vont par exemple à la cantine, eh bien les parents passent au final assez peu de temps avec leurs enfants. Donc, quelque part, il est facile d'en rester à une relation. Alors, je ne veux pas dénigrer la relation qu'on a quand ces enfants sont scolarisés. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les conflits
ont des chances de rester assez superficielles. Parce qu'on passe beaucoup de temps séparés, donc on a beaucoup de temps pour revenir à un mode normal, se calmer, prendre un temps de pause avant de se retrouver. Ces moments de temps de pause sont naturellement intégrés dans notre emploi du temps de la semaine, ce qui fait qu'on est moins sans arrêt en opposition. À l'inverse, en IEF, on est sans arrêt les uns avec les autres, les uns face aux autres, et c'est beaucoup plus difficile, ça demande un effort conscient de se dire là, on va prendre un temps de pause, on va s'éloigner, redescendre en pression et ensuite venir résoudre notre problème. Et en même temps, c'est quelque chose qui est pour le coup à cheval entre les inconvénients et les avantages, c'est que du coup ça force à aborder les sujets de fond, à résoudre les conflits entre frères et sœurs. Ça nous force à régler tous ces problèmes relationnels. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien. Forcément, on rentre plus en conflit et c'est plus difficile, mais ça nous force à aller au fond des choses et à faire ce travail de fond, d'établir de belles relations solides et durables entre tous les membres de la famille. Donc voilà, vous le rangerez où vous voulez, dans les avantages ou les inconvénients. Il y a aussi des petits points de détail, peut-être. Par exemple, la difficulté à prendre des rendez-vous médicaux seul. On n'a pas forcément envie d'aller chez la gynéco avec ses enfants. C'est intime, on n'a pas forcément envie, et puis c'est pas forcément possible d'aller chez le médecin en famille. Alors évidemment, c'est plus facile si on a un mode de garde, ou si le conjoint a un travail souple. Par exemple, s'il peut faire du télétravail et surveiller les enfants pendant qu'on va chez le médecin, ou s'il a des horaires un petit peu décalés ou assouplis. Mon mari est professeur, donc du coup, il a des horaires de présence à la maison qui sont assez larges, ou à l'inverse, des horaires de présence en établissement qui sont assez restreints, et donc il travaille beaucoup de la maison. Donc tout ça, ça aide évidemment. Mais, alors je parle des rendez-vous médicaux, mais il s'agit aussi de moments pour se détendre, aller voir des amis, enfin faire des choses entre adultes. Ça peut être un petit peu plus délicat. Un autre gros aspect de l'instruction en famille, qui est très pénible, c'est tout le côté paperasse, l'administratif. Aujourd'hui, on est obligé de demander une autorisation de pratiquer l'instruction en famille tous les ans. Donc il faut faire un gros dossier qu'on envoie entre le 1er mars et le 31 mai pour la rentrée de septembre suivante. Et on demande, entre autres, alors ça dépend des circonstances pour lesquelles on fait l'instruction en famille, si c'est parce que les enfants pratiquent un sport ou un art de façon intensive, s'il y a des raisons médicales, une itinérance géographique, mais sinon, il va vous falloir faire un projet pédagogique. Et un gros projet pédagogique. Et bien défendre votre cas, votre situation familiale. Donc c'est beaucoup de paperasse. Et puis, vous avez un contrôle annuel effectué par un inspecteur de l'éducation nationale et un contrôle tous les 2 ans par votre mairie. Alors ce contrôle-là a simplement pour but d'établir les raisons pour lesquelles vous voulez instruire votre enfant en famille. Le contrôle de l'inspecteur de l'éducation nationale, en revanche, là, c'est un contrôle sur les progrès de votre ou de vos enfants. Souvent, les enfants font des exercices avec des conseillers pédagogiques. Alors, nous, c'est notre cas, c'est-à-dire que au moment où j'enregistre ce podcast, nous venons d'avoir notre contrôle pédagogique pour 2 de nos enfants, ceux qui sont en primaire. Donc, on souffle. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, évidemment, au 29 janvier, mais mine de rien, c'est un cap à passer. C'est un peu éprouvant, le contrôle, parce que vous savez que les élèves aujourd'hui passent très peu d'épreuves, d'examens. Il reste le brevet. Mais donc, il n'y a plus non plus toutes les épreuves qu'il pouvait y avoir au bac. Il y a peu d'occasions pour les élèves de passer des heures et des heures en test. Et un contrôle IEF, ça veut souvent dire 1 heure ou 2 heures d'exercice pour les enfants. Souvent, c'est fait de façon très pédagogue. Les conseillers pédagogiques savent amener les choses de façon calme, ludique, mais quand même, pendant 1 heure ou 2 heures,
Parfois, chez les collégiens, on assiste à des tests de 3 ou 4 heures, ce que je trouve absolument disproportionné. Mais imaginez-vous bien que pour un enfant, encore ce matin, notre fille qui est de niveau CP a passé 1 heure, 1 heure et quart, je dirais, peut-être 1 heure et demie, à faire des exercices, à répondre à des questions en face à face. Et c'est beaucoup plus exigeant, évidemment, qu'1 heure ou 2 heures d'instruction à l'école, parce qu'à l'école, on est tous ensemble et on n'est pas face à l'enseignant à être le seul à répondre aux questions. Vous imaginez bien que c'est comme 1 à 2 heures d'oral. C'est exigeant, c'est fatigant. Je le vois bien, moi, quand j'enregistre ce podcast. C'est éprouvant à la fois physiquement, intellectuellement, parce que ça me demande beaucoup d'efforts pour m'exprimer à l'oral pendant tout ce temps-là. Et donc, il y a tout ça, la paperasse, le dossier de demande d'autorisation, tous les petits échanges de courrier pour dire qu'on a bien reçu la convocation au contrôle, qui sera présent, etc. Si jamais on déménage, il faut aussi signaler qu'on déménage, etc., etc. Et puis, donc, le contrôle annuel de l'inspection et le contrôle tous les 2 ans de la part de la mairie. Donc tout ça, c'est lourd. Je le reconnais très volontiers. D'ailleurs, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai vraiment essayé d'apporter le plus de soutien possible dans l'accompagnement des Montessori 7. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'accompagnement, c'est notre communauté sur abonnement mensuel dans laquelle je soutiens les familles qui sont en instruction en famille ou en co-schooling, peu importe, des familles qui veulent mettre en place la pédagogie Montessori chez elles, que ce soit pour la partie instruction, la partie plus scolaire, ou que ce soit pour la partie plus parentalité. Et pour la partie plus parentalité, j'incorpore aussi les outils de la discipline positive. Donc, dans cette communauté, il y a tout un tas de ressources qui s'accumulent mois après mois. On aborde un nouveau thème, des nouvelles ressources. Et l'une de ces grosses ressources, c'est tout ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation, avec toutes sortes de modèles, des tableaux de suivi de progrès des élèves, des tableaux de progression Montessori pour présenter, pour que vous puissiez juste les ajouter à votre dossier pour dire voilà ce qu'on va suivre comme progression, dans un vocabulaire que les inspecteurs comprennent, c'est-à-dire pas forcément le vocabulaire purement Montessori, mais tout ça adapté au vocabulaire de l'éducation nationale. Plein de modèles de courriers expliquant différentes situations. Un enfant qui a une pratique artistique intensive ou un enfant qui est très hétérogène. Tout un tas de choses. Tous ces dossiers ont été, entre guillemets, validés par l'éducation nationale puisqu'ils nous ont obtenu, dans différents départements, une autorisation d'instruction en famille. Donc tout ça, ça vous donne une excellente base pour pouvoir faire vos propres dossiers. Il n'y a plus qu'à adapter. Et croyez-moi, pour avoir moi-même eu l'angoisse de la page blanche face à ces fameux dossiers de demande d'autorisation, c'est précieux de ne pas partir de rien, de partir d'un dossier déjà construit, où on a juste à adapter, à modifier, à se l'approprier. Ça n'a mais rien à voir. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur, de faciliter les choses pour les familles en IEF. Faire, en quelque sorte, essayer d'atténuer tous ces inconvénients de l'IEF là où on peut le faire. Mais bon, au moins sur cette partie-là, il y a des choses que je peux faire. C'est pareil, j'aide les familles à se préparer à leur contrôle. On débriefe aussi les contrôles et j'aide aussi pour toute la partie juridique s'il y a eu des problèmes pendant le contrôle pour faire un contre-rapport, comment gérer les choses s'il y a une deuxième inspection qui est prévue, et les recours possibles ensuite, le tribunal administratif, etc. Donc là, j'ai vraiment fait mon maximum pour vous aider, vous simplifier les choses. Mais il y a encore d'autres inconvénients. Alors un qui est relié un petit peu aux notions de relations familiales qui peuvent être difficiles, c'est qu'on n'est pas forcément habitués, nous, parents, à passer autant de temps que ça avec nos enfants. Encore une fois, quand les enfants sont scolarisés, a fortiori s'ils vont en centre, en périscolaire ou s'ils sont gardés par une nounou le soir, etc. Il y a parfois, on voit très peu ces enfants. Et là, forcément, on n'a pas le choix. On les voit beaucoup plus que ça. Il y a aussi un argument financier. Je vous le disais, il faut souvent qu'un des deux parents s'arrête. Donc ça, évidemment, ça joue beaucoup sur les finances de la famille. Mais il y a un autre aspect.
qui est que quelque part, on paye 3 fois pour l'instruction de ses enfants. C'est-à-dire que par nos impôts, nous payons l'éducation nationale, nous finançons l'éducation nationale en payant des impôts. Et si vous ne payez pas d'impôts, voilà, c'est que vous n'êtes pas censé en payer et vous ne payeriez pas si vos enfants allaient à l'école, hein, donc ça ne change rien. Mais quand on paye des impôts, on finance l'éducation nationale par nos impôts. Quand on instruit ses enfants en famille, eh bien, on paye des supports, du matériel pédagogique, des manuels, de quoi aménager un espace de travail, des tables, des chaises, tout ce dont les enfants vont avoir besoin. Peut-être qu'on réunit une bibliothèque un peu pédagogique. Donc tout ça, on le paye sur nos deniers, évidemment. Et en plus, quand on instruit ses enfants en famille, vous ne le saviez peut-être pas, mais on n'a pas le droit à l'ARS, à l'allocation de rentrée scolaire. Eh oui, il faut que les enfants soient scolarisés pour avoir droit à l'ARS. Ce qui est d'ailleurs un pur scandale, parce qu'en fait, on a clairement beaucoup plus de frais quand on instruit soi-même ses enfants que lorsqu'ils sont instruits à l'école. Parce que l'ARS a pour but de payer les fournitures scolaires, la paire de baskets pour aller faire le PS, les choses dont on va avoir besoin à l'école. Mais à l'école, en tout cas à l'école publique, les manuels et les cahiers sont fournis par l'établissement. Donc en fait, on a quand même assez peu de choses à financer lorsque les enfants sont scolarisés en école publique. À l'inverse, en IEF, on a tout à financer et on ne touche pas cette allocation, même si on respecte les conditions de ressources. Et puis, il y a d'autres aides auxquelles on n'est pas forcément éligible. Par exemple, dans notre département, le pass sport. Il y a un pass sport qui est de 50 € pour une activité sportive. Et on n'y a pas forcément droit, suivant les départements. Il y a beaucoup de départements qui font des choses comme ça pour favoriser l'accès au sport ou aux activités extrascolaires ou aux loisirs des enfants. Mais souvent, il faut être scolarisé. Eh oui. Je vous avoue très franchement que je trouve ça absolument scandaleux qu'on paye 3 fois l'instruction. On paye l'éducation nationale, on paye les supports en IEF, le matériel en IEF, et on n'a pas le droit à l'ARS. Donc je trouve ça lamentable. Et je trouve qu'au contraire, on devrait encourager les familles qui pratiquent l'instruction en famille pour qu'elles puissent le faire dans de meilleures conditions, en utilisant un système, par exemple, comme le chèque éducation ou le compte éducation, où les familles auraient une certaine somme correspondant au coût de l'éducation de leur enfant, de l'instruction de leur enfant, et s'ils inscrivent leur enfant dans une école, qu'elle soit publique ou privée, eh bien l'école recevrait cette somme, et sinon, cette somme pourrait être utilisée par les parents en IEF pour des achats, par exemple, de cours particuliers, des achats de manuels scolaires, des achats de livres, etc. Ça fonctionne aux États-Unis, dans un certain nombre d'États des États-Unis, où les parents disposent d'un compte éducation. Ils ne peuvent pas l'utiliser pour n'importe quoi. C'est pas comme l'ARS, où on voit parfois des familles se jeter sur les téléviseurs à la rentrée scolaire. Le compte d'éducation ne pourrait pas être utilisé pour un téléviseur. Il pourrait être utilisé pour un ordinateur de l'enfant, par exemple. Il pourrait être utilisé pour des livres, des manuels, des cours particuliers. Et également, ça c'est propre au système un peu américain, pour inscrire l'enfant à des cours spécifiques dans son collège ou lycée ou école de rattachement. Donc par exemple, l'enfant pourrait aller suivre uniquement les cours d'espagnol au collège, lycée. Et pour ça, il faut évidemment payer le collège ou le lycée. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Donc il y a des solutions au niveau financier, mais on n'est pas encore prêt, apparemment, au niveau politique en France, pour mettre ça en place. Un autre inconvénient de l'IEF qui est lié, c'est qu'on manque parfois d'accès à certains matériels coûteux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, un laboratoire de chimie, par exemple, ou un laboratoire de SVT. C'est vrai que ce sont des choses auxquelles on a accès dans les collèges, dans les lycées, qui sont assez extraordinaires. Et même si on peut faire beaucoup d'expériences à la maison, il y a des choses pour lesquelles il faut une hotte, il faut du matériel, il faut des produits qui ne sont pas forcément disponibles en accès libre. Il faut tout un tas de choses. Il faut des appareils électroniques aussi, qu'on n'a pas forcément. Des oscilloscopes, ou je ne sais pas.
Lorsque je faisais des cours de techno au collège, alors on fait de moins en moins ça, mais j'espère qu'il y a encore des établissements qui le font. On faisait de l'électronique. Donc il y avait des postes de soudure et on soudait des composants électroniques sur des cartes électroniques. On utilisait aussi des outils un peu industriels pour fraiser, couper différents matériels. On avait construit comme ça une petite horloge avec à la fois la structure en plastique et puis le système électronique derrière. Bon, bah, tout ça, ça ne serait pas vraiment possible à la maison. On peut faire des choses. Il y a les Fab Labs qui existent, qui donnent accès à des imprimantes 3D, à des découpeuses laser, à toutes sortes de matériels avec lesquels on peut fabriquer des choses. Ça, c'est très, très riche. Je vous encourage fortement à aller explorer les Fab Labs autour de chez vous. Mais bon, c'est pas totalement la même chose. On n'a pas forcément accès non plus aux structures sportives. Gymnase, poutre, on n'a pas forcément des barres asymétriques chez soi, par exemple. Donc, ça donne un petit peu moins d'ouverture sur tout ça. Maintenant, il est aussi possible de se regrouper à plusieurs familles pour faire des projets un petit peu plus ambitieux. Par exemple, avec les box MEL Science, c'est écrit MEL. Nous-mêmes, nous ne l'avons pas encore utilisé parce que justement, nous n'avons pas tellement trouvé comment nous regrouper à plusieurs familles, mais j'en connais qui s'y sont abonnés et les ont utilisés à plusieurs familles. Ça permet de faire des expériences de physique-chimie et surtout de chimie qui sont fascinantes. Et on peut les faire à plusieurs familles pour rogner un petit peu sur les coûts parce que ça revient assez cher. On peut aussi aller faire des ateliers scientifiques, par exemple, comme dans des musées tels que le Palais de la Découverte. Alors bon, malheureusement, il est fermé pour quelques années, mais on pouvait y faire des choses extraordinaires. Et puis, on peut évidemment profiter des clubs extrascolaires pour tout ce qui est sportif. Il existe par exemple des clubs qui font du multisport, c'est-à-dire où les enfants peuvent expérimenter et pratiquer toute une série de sports différents pendant l'année. Ça leur permet de faire un petit peu le même processus de découverte que lorsqu'ils sont à l'école primaire, au collège, au lycée, où ils font plusieurs sports dans l'année. Et puis, pour faciliter un petit peu les choses, là encore, dans l'accompagnement des Montessori 7, c'est vrai que je vous fournis beaucoup, beaucoup de ressources dans tous les domaines pour que vous ayez beaucoup d'idées, parce que ça prend du temps de chercher des idées de choses à faire, pour un coût modique. C'est-à-dire que ce sont que des choses que vous pouvez imprimer, découper, plastifier chez vous. Et puis également des suggestions, des renvois vers des sites internet, etc. Des suggestions de choses que vous pouvez faire avec vos enfants. Tout ça à coût modique. Voilà un petit peu tout ce qui touche à cette difficulté. Une autre qui est assez, qui est plus ou moins difficile à vivre, suivant les circonstances, ça va être la pression familiale et sociale. Parfois, la famille, alors pas la famille toute proche, pas les parents, mais les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, parfois peuvent être un peu agacés par l'idée d'instruction en famille, méprisants. Ils peuvent ne pas du tout comprendre ce choix-là. Alors nous, on a beaucoup de chance parce que dans notre famille, tout le monde a été extrêmement compréhensif et a plutôt fait preuve de curiosité qu'autre chose. Mais parfois, c'est très, très, très lourd. Parfois, les enfants se font tester par le premier venu. Par exemple, vous êtes à la boulangerie à 14 heures. Ah, mais il n'est pas à l'école, ce petit? Ben non, on fait l'instruction en famille, il fait l'école à la maison. Ah, mais alors tu sais lire? Qu'est-ce qui est écrit là? Voilà, c'est pénible parce que on aimerait bien pouvoir aller à la boulangerie sans subir un test de lecture, hein. Mais voilà, certaines personnes sont plus ou moins délicates, plus délicates que les autres. Certains ne sont pas du tout délicats. Parfois, il y a des regards un peu en biais, du style, mais comment ça, ils font l'école à la maison, mais c'est des extrémistes, ils sont sectaires, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il faut que j'appelle la DAS? Mais on a le droit de faire ça? Oui, je vous assure, on a le droit. À qui est-ce qu'il faut que je les dénonce? Enfin, vraiment, parfois, on sent une suspicion profonde qui peut rendre les choses difficiles. Et à ce sujet-là, je voudrais partager une anecdote avec vous. Parfois, c'est difficile aussi de trouver les médecins correspondant pour la famille avec lesquels on puisse établir une relation de confiance. Nous avons malheureusement beaucoup déménagé
à cause du métier de mon mari. Et à un moment, nous cherchions donc un pédiatre pour les enfants, donc un nouveau médecin dans notre nouvel endroit. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec la pédiatre la plus proche. Nous y sommes allés avec notre aîné. Et donc, j'ai été avec l'aîné et puis un ou deux autres des enfants, je me souviens plus. Mais c'est essentiellement lui qu'elle examinait ce jour-là, je crois. Et il se trouve que c'était juste après l'été. Il avait été dévoré par les moustiques pendant l'été. Il y a des pots à moustiques. C'était mon cas quand j'étais petite. Et ben c'est son cas lui aussi. Pas de chance. Donc il avait des dizaines de piqûres de moustiques sur ses jambes. Et ça le démange particulièrement. Donc il n'arrivait pas à s'empêcher de gratter ses croûtes. Bon, pas la peine de m'envoyer tous vos conseils, recommandations. C'était il y a des années. Depuis, on a trouvé ce qui l'apaise. L'argile verte l'aide à ne pas se gratter. Ça va mieux. Voilà, donc tout va bien de ce côté-là. Mais ce jour-là, on était donc toute fin août. Eh bien, il avait plein de cicatrices, de croûtes, de boutons de moustiques sur les jambes. Et la pédiatre m'a demandé à un moment, je sais plus si elle m'a demandé où il allait à l'école ou en quelle classe il était. Je crois qu'elle m'a demandé où il allait à l'école. Et je lui ai dit, on fait l'école à la maison. Et tout de suite, j'ai senti une crispation. Elle est tout de suite rentrée dans le jugement. Et alors, tout ça, c'est lié à l'intonation, hein, évidemment. Les questions qu'elle m'a posées en soi n'avaient rien d'agressif, mais l'intonation utilisée révélait une grande, grande méfiance vis-à-vis de nous. Ah oui, mais comment il va faire pour la socialisation? Non pas que ça regardait une pédiatre, c'est pas son job. J'ai quand même dû lui expliquer comment on voyait les choses, que la socialisation, c'était pas simplement avec des enfants de son âge, que c'était avec tout le monde, que par ailleurs, il avait des activités extrascolaires, etc., etc. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de ce podcast. Et puis, elle a commencé à examiner ses jambes. Et j'ai senti, encore une fois, bon, peut-être qu'elle démentirait si elle écoutait ce podcast, mais j'ai senti vraiment une grande méfiance. Comme si, je sais pas, les cicatrices sur ses jambes auraient pu être dues à genre des mégots de cigarettes ou une cicatrice de maltraitance ou de quelque chose. C'était vraiment des petits ronds, des piqûres de moustiques. Et vraiment, elle l'a inspecté comme aucun autre médecin ne l'a jamais fait. Et donc, on a fini l'entretien comme ça, et je me suis dit, c'est pas possible. Ce sera pas notre pédiatre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation de confiance. Si votre médecin est méfiant vis-à-vis de vous, comment voulez-vous être bien soigné? Ça veut dire que chaque fois que je serais allée la voir avec mon fils ou un autre de mes enfants, elle aurait mis en doute peut-être tout ce que je disais. Et aurait peut-être cherché de la maltraitance là où il n'y en avait pas. Sauf que du coup, ça veut dire qu'elle serait partie sur de mauvaises pistes plutôt que de soigner nos enfants pour ce qu'ils avaient vraiment. Donc voilà, ça peut engendrer des difficultés. Il est important de trouver les bons professionnels de santé qui sont à l'aise avec l'idée que vous fassiez l'instruction en famille. Je pense que c'est quelque chose de fondamental pour qu'il y ait une relation de confiance dans les deux sens. C'est important de faire confiance à ces professionnels de santé. Après tout, dans certaines circonstances, on remet notre vie entre leurs mains, ou la vie de nos enfants. Et inversement, c'est important que les professionnels de santé puissent nous faire confiance pour qu'on puisse communiquer pour le bien de nos enfants. Et puis, le dernier inconvénient dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est qu'évidemment, l'instruction en famille, ça implique beaucoup de responsabilités. Ça veut dire qu'on assume pleinement à nous tout seuls la responsabilité pleine et entière de l'instruction de nos enfants. On ne la délègue pas. Alors, on est toujours responsable de l'instruction de nos enfants, mais on peut déléguer cette responsabilité à l'école et donc on peut toujours se défausser sur eux en disant « bah oui, mais c'est eux qui n'ont pas fait leur travail ». Là, c'est nous qui sommes responsables, qui avons une obligation de moyens, de mettre en place tout ce qu'on peut pour que nos enfants réussissent. Quand je dis réussir, ça ne veut pas dire gagner des millions, ça veut dire s'épanouissent, apprennent, restent curieux et soif d'apprendre, etc. Et donc on est responsable de l'instruction de nos enfants et ça peut impliquer aussi beaucoup de doutes et de culpabilité. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les familles en IEF et je pense que c'est un rôle important que joue l'accompagnement des Montessori 7 d'ailleurs
pour apporter ce soutien, cette réassurance de pouvoir dire tu fais du bon travail, vraiment tu fais du bon boulot avec tes enfants. Pas de panique. Pas de panique, et si là tu ne sais pas comment faire, tu vas pas être toute seule. On va réfléchir ensemble, on va trouver des solutions. Mais il y a toujours un endroit où aller, où on sait qu'on va être accueilli avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, que ce soit par moi, évidemment, ou bien par tous les membres de la communauté de l'accompagnement. C'est une communauté qui est incroyablement chaleureuse et pleine d'entraide. Et donc, on sait qu'on va trouver plein de bons conseils et de soutien psychologique dans cette communauté. Parce que même s'il y a beaucoup de familles qui ne font pas l'instruction en famille, dans l'accompagnement, mais il y a une compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a personne qui, dans cette communauté, voit l'IEF comme quelque chose de sectaire, de dangereux ou d'inquiétant. Donc on est en quelque sorte dans un milieu rassurant, protégé, où on peut exprimer ses doutes, sa culpabilité, sans craindre des remarques du style il y a qu'à le scolariser, tu seras tranquille. Ou sans craindre mais t'es sûr que c'est une bonne idée de l'avoir déscolarisé. Voilà. C'est beaucoup plus apaisant et rassurant d'être dans une communauté d'esprits, vous savez, en anglais on dit les like-minded spirits, d'esprits qui pensent de manière similaire, en tout cas qui s'accueillent les uns les autres avec beaucoup de respect mutuel. Donc vous voyez qu'à travers tous ces inconvénients, je vais les récapituler en quelques mots. Le fait qu'il y ait un parent qui doive souvent s'arrêter de travailler, ou au moins travailler à mi-temps. Le temps et l'énergie que ça demande, physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Les relations familiales qui peuvent être difficiles parce qu'on est tout le temps ensemble. La difficulté à prendre des rendez-vous médicaux seuls, nous adultes. Toute la paperasse, l'administratif, le contrôle annuel, la demande d'autorisation, etc. Le fait qu'on n'est pas forcément habitué à passer autant de temps avec ses enfants. L'inconvénient financier, parce qu'on va devoir payer tous les supports pour l'instruction en famille de nos enfants, alors même qu'on paye peut-être des impôts et qu'on ne touchera pas à la RS. Le manque d'accès à certains matériels qui sont très coûteux, je pense en particulier au laboratoire, au gymnase, etc. La pression familiale et sociale, avec les enfants qui se font parfois tester par le premier venu, ou qui se prennent des regards en biais. Et enfin, la responsabilité, le doute, la culpabilité, qui peut parfois nous envahir, nous les parents d'enfants en IEF. Donc au milieu de tout ça, je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important d'être soutenu. Ça peut être à travers les associations locales de parents en instruction en famille, avec la difficulté parfois que certaines familles font de l'unschooling, que d'autres suivent des pédagogies très traditionnelles, avec des cours par correspondance. Donc parfois, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde pour autant. Et donc, autant je trouve que c'est très précieux, ces associations, pour avoir des contacts locaux, pour que les enfants puissent jouer ensemble, pour organiser des sorties ensemble dans les musées ou autres, ou simplement des activités tous ensemble. Je pense qu'il est précieux aussi de se rapprocher de gens qui pratiquent l'instruction en famille un peu comme nous. Chacun a évidemment sa façon de faire individuelle, mais de savoir, par exemple, qu'il y a d'autres familles qui pratiquent l'instruction en famille Montessori, ou en tout cas avec une bonne base Montessori, eh bien, ça aide parce qu'on a souvent les mêmes questions, les mêmes doutes et les mêmes interrogations. Donc il me semble extrêmement précieux d'avoir accès, par exemple, à une communauté comme l'accompagnement des Montessori 7, pour trouver à la fois ce soutien et ces ressources qui sont si précieux. Et je voudrais simplement terminer par quelques points, parce que pour préparer ce podcast, j'ai regardé ce qui existait déjà comme article sur les inconvénients de l'instruction en famille. Il y en a sur des sites d'assurance, sur un tas de sites, et il y a des choses avec lesquelles je n'étais absolument pas d'accord. Bon, ils ont été écrits par des copywriters, a priori, des rédacteurs web, qui ne connaissent pas spécialement le monde de l'IEF et ont donc fait beaucoup de suppositions. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas des inconvénients. Par exemple, je le répète, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, je ne vois aucun manque de socialisation chez les enfants en IEF. Ça n'est pas vrai. La socialisation, ça n'est pas le meilleur moyen de socialiser un enfant, ça n'est pas de le mettre dans un groupe d'enfants tous du même âge,
C'est pour moi l'un des pires moyens de socialiser quelqu'un. Mais on peut tout à fait avoir des enfants parfaitement socialisés en instruction, en famille. Donc là aussi, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, mais tout ça pour vous dire que ça n'est pas, ça ne sera jamais, pour moi, un inconvénient à l'instruction en famille. Autre non-inconvénient, c'est-à-dire des inconvénients. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre dans le podcast 144 sur l'IEF et la socialisation, dans le podcast des Montessori 7. Autre non-inconvénient, c'est que, j'ai lu dans ces articles, il y a un manque d'activités parascolaires. Alors non, ça n'est pas du tout ce que j'observe, au contraire. Au contraire, avec des horaires allégés, comme c'est très souvent le cas en IEF, on peut participer à beaucoup d'activités extrascolaires. On peut faire de la musique, on peut faire du sport. Nos enfants ont souvent eu beaucoup d'activités, jusqu'à 9 ou 10, toutes choisies par eux, qui étaient c'est des choses qu'ils avaient envie de faire. Ça n'était pas lourd pour eux, tout simplement parce que ils ne travaillaient que le matin à ce moment-là, en étant en instruction en famille. Et donc non, ça n'est absolument pas un argument, ça n'est absolument pas parce que vous êtes en instruction en famille que vous allez avoir moins d'activités extrascolaires ou parascolaires. Là aussi, je vous renvoie vers l'article que j'ai fait sur les activités et le podcast que j'ai fait. C'est le podcast 196 sur les activités extrascolaires pour ces enfants, comment les choisir, et où j'aborde le fait que en IEF, on peut souvent en choisir plus. Et puis, par ailleurs, sachez que si votre enfant est de niveau collège ou lycée, il a le droit de s'inscrire à l'association sportive de son collège de rattachement, de son lycée de rattachement. Depuis la dernière loi sur l'instruction en famille, tous les élèves, tous les enfants en IEF sont rattachés à un établissement, en général leur établissement de secteur. Et au collège et au lycée, il y a des associations sportives. Et bien, votre enfant a le droit de s'inscrire à l'association sportive de son établissement de rattachement. Donc, c'est une bonne chose à savoir pour que votre enfant puisse pratiquer du sport gratuitement, la plupart du temps, ou pour des cotisations modiques s'il y a des trajets à faire en bus, etc. Et puis, la dernière chose, le dernier inconvénient que j'ai lu dans des articles et qui m'a fait bondir, c'était le manque d'ouverture culturelle. Que instruire ses enfants en famille, c'était les condamner à un manque d'ouverture culturelle. Et pardon, mais non, au contraire, c'est la carte scolaire qui promeut un manque d'ouverture culturelle. Il y a 1000 fois plus de mixité dans les associations en IEF que dans les établissements tels qu'ils sont faits avec la carte scolaire. En IEF, vous allez trouver aussi bien des familles musulmanes avec plein d'enfants. Vous allez trouver à chaque fois c'est gentil, la façon dont je les présente, on va dire un peu des babacools qui font de l'unschooling, un peu hippie sur les bords. Vous allez trouver des cathos très à l'ancienne, pédagogie traditionnelle, etc. Vous allez trouver des gens riches avec des précepteurs. Vous allez trouver des gens qui n'ont pas de moyens, mais bricolent avec ce qu'ils ont. Vous allez trouver des gens d'origine très variée. Vous allez trouver des familles bilingues, des familles multinationales. Vous allez trouver des gens passionnants, souvent, et passionnés, mais des gens qui ne se ressemblent pas. Des gens qui ne se ressemblent pas du tout. Donc, au niveau ouverture culturelle, c'est beaucoup plus varié. Sachant qu'il y a ce point commun qui rattache tout le monde, on est en instruction en famille, et donc ça nous rapproche au-delà de toutes les différences qui peuvent nous éloigner au premier abord. Et les écoles, malheureusement, comme ce sont des écoles de secteur, et que la géographie française fait que à tel quartier, à tel secteur géographique correspond un type de population donnée. Par exemple, là où nous habitons, c'est un milieu rural. Il y a beaucoup de familles d'agriculteurs ou d'éleveurs
ou d'artisanat local ou de petite industrie comme les scieries. À l'inverse, la ville où nous habitions auparavant, c'était une ville qui était occupée essentiellement par des cadres et des retraités. Et donc la plupart des enfants à l'école publique, où sont allés nos enfants, étaient des enfants de cadres parisiens, avec très très peu de mixité sociale, ethnique, religieuse. Donc on n'a jamais connu plus de diversité que dans le monde de l'IEF. Donc, si quelqu'un vous prétend que l'IEF entraîne un manque de socialisation, un manque d'activité extrascolaire ou un manque d'ouverture culturelle, pardon, mais non. Ça, c'est simplement faux. Vous pouvez leur dire non. En revanche, il y a bien sûr d'autres inconvénients, et pour moi, c'était important de dresser un tableau réaliste de ce qu'est vraiment l'école à la maison ou l'instruction en famille, pour que les familles qui le souhaitent fassent ce choix en toute connaissance de cause. Et que les autres prennent conscience que, bah oui, tel aspect, le côté financier peut-être, le côté temps, énergie, est plus important pour eux que la possibilité d'instruire leur enfant en famille. Et donc faire un choix aussi de scolariser ces enfants en toute connaissance de cause. Voilà, aucun des choix n'est condamnable, bien sûr. J'ai le plus profond respect aussi bien pour les familles qui instruisent leurs enfants en famille que pour celles qui font du co-schooling, que pour celles qui se contentent, entre guillemets, qui font confiance à l'école et qui scolarisent leurs enfants. Tous les choix sont respectables, c'est simplement une question de priorité familiale. Et tout dépend aussi des écoles qu'on a à côté, etc., etc., etc. Mais j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur ce que représente l'instruction en famille. Nous les connaissons bien, tous ces inconvénients, mais comme je vous le disais, ça fait plus de 10 ans qu'on continue quand même, qu'on adore ça et qu'on n'y renoncerait pour rien au monde. Il faudrait vraiment qu'on n'ait pas d'autorisation pour qu'on nous en empêche. Donc tant que les enfants en ont envie et sont partants, on va encore continuer quelques années. Et je vais continuer, bien sûr, à partager toute cette expérience avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.